sous le ciel brûlant de l'Arizona en 1885, où le vent charrie sable et sang, James Lucio Vasquez, un Apache au regard hanté par la terre aride, défia le destin pour un amour interdit. Fils de deux mondes, il portait la force d'un guerrier et la douleur d'un exilé. Mais quand son cœur s'embrasa pour une femme intouchable, il déclencha une tempête de trahison et de vengeance. Qu'est-il advenu de cet homme qui osa aimer au mépris des lois du désert? Abonnez-vous et partagez d'où vous nous écoutez. Restez jusqu'au bout. Un secret murmuré par le vent attend. Une fin où la terre elle-même réclame justice. En 1885, dans le territoire de l'Arizona, où le vent hurle comme un coyote affamé et charrie des tourbillons de sable rouge, la ville de White Canyon s'accroche à la vie autour d'une mine d'argent, un monstre vorace qui dévore les hommes et crache des richesses. Sous un ciel brûlé par un soleil impitoyable, où les ombres des mesquites dansent comme des spectres sur la terre craquelée, James Lucio Vasquez, un Apache au sang mêlé, descend chaque matin dans les entrailles de la mine de White Canyon. Fils d'un prisonnier des montagnes et d'une mère mexicaine exilée, il porte sur ses épaules larges la dureté d'un guerrier et, dans ses yeux sombres, une tristesse aussi vieille que le désert. Les mineurs blancs l'appellent Half-Blood, un surnom craché avec mépris, comme s'il n'était qu'une ombre entre deux mondes, ni tout à fait apache, ni tout à fait humain à leurs yeux. Dans les tunnels étroits, où l'air est épais de poussière et de soufre, James manie la dynamite, un travail que personne d'autre n'ose toucher, car une étincelle mal placée peut transformer un homme en cendre. Ses mains, calleuses et marquées par des cicatrices de cordes et de roches, placent les mèches avec une précision froide, tandis que les grondements sourds de la terre résonnent comme des avertissements d'un dieu oublié. Chaque explosion arrache l'argent des parois, des éclats d'hommes brillants qui enrichissent Thomas Whitmore, le maître de la mine, un ancien officier confédéré dont la fortune repose sur le sang et la sueur des autres. Whitmore, avec son regard d'acier et son manteau noir, règne sur White Canyon comme un roi sur un trône de pierre, sa maison perchée sur une colline dominant la ville, un palais de bois peint où les fenêtres scintillent sous le soleil couchant. James ne rêve pas de richesse, car il sait que l'argent de la mine ne coulera jamais jusqu'à des mains comme les siennes. Il travaille pour survivre, pour acheter du pain et du tissu pour sa mère, Maria, qui vit dans une cabane de torchis à la lisière du campement. Maria, avec ses cheveux gris, tressés et ses mains usées par des années de labeur, murmure des prières en espagnol chaque soir, implorant la Vierge de protéger son fils des boyaux de la mine qui ont déjà avalé tant d'hommes. Le père de James, un Apache capturé lors des guerres de frontières, est mort enchaîné dans un camp militaire, et ce souvenir hante encore les nuits de Maria, où elle se réveille en sursaut, croyant entendre les chaînes de son mari. Chaque soir, lorsque James émerge des tunnels, couvert de poussière noire, les yeux brûlés par la fumée des lampes ailées. À huile, il s'arrête un instant pour regarder la maison de Whitmore. Là-haut, Evelyn Whitmore, la fille unique du maître, joue du piano, ses mélodies flottant dans l'air sec comme un mirage. Evelyn, avec ses cheveux blonds, noués en chignon, et sa robe de lin blanc, est une vision d'un autre monde, un monde de livres et de bals que James ne connaîtra jamais. Elle a 19 ans, un esprit vif nourri par des romans envoyés de l'Est, mais elle est prisonnière des attentes de son père, qui la destine à un mariage avantageux avec un riche marchand ou un officier. James, lui, n'est qu'un spectre dans son paysage, un homme dont le nom n'existe pas dans les registres de la mine, seulement Half-Blood, un numéro parmi d'autres. Pourtant, même dans ce désert où les hommes se méfient les uns des autres comme des serpents, les regards se croisent parfois. Un jour,
Alors que James charge des caisses de dynamite sous un soleil de plomb, il aperçoit Evelyn près de l'entrée de la mine, un carnet de croquis à la main, prétendant dessiner les travailleurs. Elle lève les yeux et leurs regards se rencontrent, un instant fugace mais chargé d'une étrange électricité, comme une étincelle avant l'explosion. James détourne la tête, son cœur battant plus fort que les marteaux dans la mine, conscient que ce simple regard est déjà une transgression. Dans un monde où les castes sont aussi rigides que les roches du canyon, un Apache ne regarde pas la fille d'un homme comme Whitmore sans risquer sa vie. Si cette histoire d'un homme pris entre le feu de la mine et celui d'un amour défendu vous captive, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite et partagez dans les commentaires d'où vous nous écoutez, que ce soit des plaines poussiéreuses du Texas ou des villes bruyantes de l'Est, car ce qui attend James et Evelyn n'est pas seulement une histoire d'amour, mais un affrontement avec un destin aussi implacable que le désert lui-même. La mine, avec ses tunnels sombres et ses promesses empoisonnées, est un monstre qui ne pardonne pas. Chaque jour, des hommes meurent, écrasés par des éboulements ou asphyxiés par les gaz, mais James continue, car il n'a pas le choix. Ses camarades, des Mexicains, des Irlandais et quelques Apaches comme lui, partagent donc des cigarettes roulées et des histoires de vengeance sous les étoiles, mais aucun ne parle d'espoir. White Canyon est un lieu où les rêves s'effritent comme le sable sous les bottes. Pourtant, dans l'esprit de James, une image persiste, celle d'Evelyn, debout sous le porche de la Maison Blanche, ses doigts dansant sur les touches du piano, ignorant qu'un regard d'en bas la suit, un regard qui pourrait tout changer. Mais le désert n'aime pas les secrets. Les murmures courent vite, portés par les vents qui sifflent entre les rochers. Edward Whitmore, le frère aîné d'Evelyn, un homme aux yeux froids et à la main lourde, entend des rumeurs sur un half-blood, qui ose lever les yeux trop haut. Edward, qui dirige les patrouilles armées de la mine, ne tolère pas l'insolence, surtout pas d'un Apache. Dans l'ombre, il commence à tisser un filet, un plan aussi précis qu'une mèche de dynamite, prêt à exploser. James, inconscient du danger qui se resserre, continue de descendre dans la mine, mais chaque pas qu'il fait vers Evelyn est un pas vers l'abîme. Alors que les murmures du danger sifflent dans les vents de White Canyon, comme des serpents glissant sur les rochers, James Lucio Vasquez ignore encore l'ombre menaçante qui s'étend sur lui. Ce jour-là, sous un ciel d'un bleu cruel, où le soleil frappe comme un marteau sur l'enclume du désert, une bourrasque soulève un nuage de poussière près de l'entrée de la mine. Evelyn Whitmore, juchée sur une jument alezane, tente de calmer l'animal qui s'agite, effrayé par le grondement d'un chariot chargé de minerais. La bête se cabre, ses sabots glissent sur le bord d'un ravin où des roches acérées attendent en contrebas, prêtes à broyer chair et os. James, occupé à vérifier une caisse de dynamite, lève les yeux juste à temps pour voir le danger. Sans réfléchir, il lâche son outil et s'élance, ses bottes martelant le sol sec, attrapant les rênes au moment où la jument bascule. D'un mouvement précis, il tire Evelyn en arrière, la sauvant d'une chute mortelle, tandis que la poussière tourbillonne autour d'eux comme un voile de cendres. Evelyn, le souffle court, ses cheveux blonds défaits sous son chapeau, croise le regard de James, un regard d'Apache où brûle une flamme qu'elle n'a jamais vue dans les yeux des hommes de son monde. « Merci », murmure-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, tandis qu'elle ajuste sa robe, tachée de sable rouge. James, gêné par l'intensité de ce moment, baisse les yeux et marmonne un « faites attention » avant de s'éloigner, son cœur battant comme un tambour de guerre. Mais ce bref échange, aussi fugace qu'un éclair dans le désert, allume une étincelle interdite, une transgression silencieuse dans un monde où les castes sont des murs de pierre. Les autres mineurs, témoins de la Skeitoisen, échangent donc des regards méfiants, leurs murmures
se mêlant au vent, car un half-blood, qui touche la fille de Whitmore, même pour la sauver, a déjà franchi une ligne invisible. Les jours suivants, Evelyn trouve des excuses pour descendre au campement, son carnet de croquis à la main, prétendant capturer la vie rude des mineurs. Mais ses yeux cherchent Matson James, qui travaille à l'écart, évitant son regard comme on évite un feu naissant. Une après-midi, alors que le soleil peint le canyon d'une lueur orangée, elle s'arrête près d'un vieux puits abandonné où James remplit des seaux d'eau pour les chevaux. « Vous ne parlez pas beaucoup, n'est-ce pas ?» dit-elle, un sourire timide éclairant son visage, tandis qu'elle trace des lignes inutiles dans son carnet. James, torse nu sous la chaleur, ses muscles tendus par le poids d'eau, des seaux, hésite avant de répondre. « Les mots ne servent pas à grand-chose ici, mademoiselle. La terre parle plus fort. » Sa voix, rauque mais honnête, surprend Evelyn, habituée au discours poli des hommes de son rang, et elle sent une chaleur étrange monter en elle, un mélange de curiosité et de défi. Le lendemain, Evelyn s'aventure seule vers une chapelle en ruine, un vestige des missionnaires jésuites où les murs de pierre s'effritent sous le poids des ans. James, alerté par un gamin du camp qui a vu la jeune femme partir, la suit à distance, craignant qu'elle ne s'égare dans les sentiers traîtres du désert. Lorsqu'il la trouve, assise sur un banc brisé, un livre de poèmes à la main, elle lève les yeux et sourit, comme si elle l'attendait. « Vous lisez, mademoiselle ?» demande-t-il, restant à l'entrée, ses bottes crissant sur le sol poussiéreux. « Oui, Shelley et Keats, » répond-elle, en lui tendant le livre. « Et vous, que lisez-vous » James, qui n'a jamais tenu un livre, touche les pages avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet sacré, et murmure « Je lis le vent, les étoiles, les histoires que mon peuple raconte. » Ces mots, simples mais lourds de vérité, frappent Evelyn, et pour la première fois, elle voit en lui non pas un mineur, mais un homme dont l'âme résonne avec la sauvagerie du désert. Leurs rencontres clandestines commencent alors dans l'ombre de la chapelle, où la lumière fracturée par les vitraux brisés danse sur leurs visages. Evelyn lui apporte des livres, des récits d'aventures et de terres lointaines, tandis que James lui parle des mythes apaches, des esprits qui habitent les montagnes et des dettes de sang que la terre n'oublie jamais. Chaque mot échangé est une corde tendue entre deux mondes, un pont fragile au-dessus d'un gouffre. Mais le désert a des yeux, et les ombres des hommes de Whitmore ne sont jamais loin. Thomas Vega, l'ami fidèle de James, un métis mexicain qui manie le couteau comme un prolongement de son bras, les surprend un soir et les avertit. « Tu jouis avec le feu, amigo. » Edward Whitmore a des oreilles partout. James, le regard fixé sur l'horizon où le soleil disparaît, répond doucement. « Le feu, je connais. Ce qui me fait peur, c'est ce qu'il y a après. » Ce soir-là, alors que la lune se lève, pâle comme un os blanchi, Evelyn glisse un mot à James, écrit à la hâte sur un bout de papier « Demain, à la chapelle, au crépuscule. » James, tenant ce message dans sa main calleuse, sent une chaleur envahir son cœur, mais aussi une ombre, comme si le vent lui murmurait un avertissement. Dans White Canyon, où chaque regard peut être une condamnation, leur amour naissant est une flamme qui risque d'embraser tout ce qu'ils connaissent, et le prix de cette transgression pourrait être payé en sang. Tandis que le mot d'Evelyn, plié dans la main calleuse de James, brûle comme une braise dans la nuit de White Canyon, le désert, avec ses yeux invisibles, commence à murmurer des secrets qui ne pardonnent pas. Sous un ciel piqué d'étoiles acérées, où le vent porte l'odeur du soufre et de la peur, les rencontres clandestines de James et Evelyn s'intensifient, chaque rendez-vous dans la chapelle, en ruine, resserrant le nœud d'un destin qu'ils ne contrôlent plus. Mais à White Canyon, où les murs ont des oreilles et les ombres des voix, leur amour interdit ne passe pas inaperçu, et la rumeur, plus rapide qu'un cheval au galop, atteint les oreilles
d'Edward Whittemore, le frère aîné d'Evelyn, dont le cœur est aussi dur que le granit du canyon. Edward, avec ses bottes lustrées et son regard de vautour, dirige les patrouilles armées qui gardent la mine, des hommes aux mains lourdes et aux consciences légères, prêts à écraser quiconque défie l'ordre établi. Lorsqu'un contremaître, un Irlandais à la langue bien pendue, lui glisse à l'oreille qu'on a vu Half-Blood parler à Evelyn près du puits abandonné, Edward sent une rage froide monter en lui, comme un orage grondant à l'horizon. Pour lui, l'idée que sa sœur, promise à un avenir de salon et de richesse, puisse être souillée par un Apache est une insulte qu'aucun Whittemore ne peut tolérer. Il convoque Thomas Vega, l'ami fidèle de James, dans une grange à l'écart, où la lumière d'une lanterne vacille comme un avertissement. Ton amigo, il s'approche trop près de ce qui ne lui appartient pas, grogne Edward, son revolver posé sur une caisse, comme une menace silencieuse. Thomas, dont les yeux sombres cachent une loyauté farouche, hausse les épaules et répond « James travaille, c'est tout. Les tiragos, c'est le vent. » Mais Edward, qui lit la défiance comme un chasseur lit les traces, sait que la vérité est ailleurs. Ce même soir, Edward rend visite à Severo Kane, un homme dont le nom fait frémir les saloons de White Canyon. Kane, surnommé « le Paon », à cause de la plume gravée sur son revolver, est un ancien soldat devenu tueur à gages. Un homme dont les yeux gris semblent bon voir à travers les âmes. Accompagné de ses 4 acolytes, les Peacock Riders, des ombres aux couteaux affûtés et au rire cruel, Kane accepte les contrats sans poser de questions, à condition que l'argent soit bon. Dans une cabane isolée, où l'odeur du tabac et du whisky flotte comme un brouillard, Edward pose une bourse de pièces d'argent sur la table, le tintement résonnant comme un glas. « Le Half-Blood, James Vasquez, dit-il, la voix basse mais tranchante. Il doit disparaître, proprement. » Kane, caressant la plume sur son arme, hoche la tête sans sourire. Propre ou pas, il sera fini, mais ce sera à ma façon. Les Peacock Readers, affalés autour d'une table, échangent des regards, leurs doigts jouant avec des lames qui reflètent la lumière comme des éclairs dans la nuit. Pendant ce temps, James et Evelyn, inconscients du piège qui se referme, continuent leur rencontre dans la chapelle, où le silence des pierres pommes brisées contraste avec la chaleur de leurs mots. Une nuit, alors que les coyotes hurlent au loin, Evelyn confie à James son rêve de quitter White Canyon, de fuir vers un endroit où les noms et les origines n'ont pas d'importance. James, appuyé contre un mur effrité, raconte une légende apache sur un guerrier qui a défié les étoiles pour sauver son amour, mais dont le sang a nourri la terre. « La terre n'oublie pas », murmure-t-il, ses doigts effleurant ceux d'Evelyn, un contact aussi dangereux qu'une mèche allumée. Elle, captivée par sa voix, sent son cœur s'ouvrir, mais aussi une peur grandissante, comme si le désert lui-même les observait. Thomas Vega, inquiet, suit James jusqu'à la chapelle une nuit, ses bottes foulant le sable avec prudence. Lorsqu'il les voit, ensemble, il s'arrête à l'entrée, son visage marqué par la tension. « Amigo, tu marches sur des charbons ardents, » dit-il, sa voix basse comme un murmure du vent. « Edward sait quelque chose, il a parlé de toi. » James, le regard fixé sur les étoiles, à travers le toit brisé, répond calmement. « Qu'il sache, je ne reculerai pas. » Thomas secoue la tête, conscient que la loyauté de son ami est une flamme qui pourrait les consumer tous. « Alors prépare-toi, » ajoute-t-il, en jetant un regard vers l'horizon où les ombres semblent plus épaisses, comme si les Peacock Readers étaient brûlettes déjà là, tapis dans l'obscurité. Evelyn, de retour à la maison des Whittemore, sent le regard lourd de son frère lorsqu'elle passe près de lui. Edward, assis sous le porche, un cigare à la main, la fixe sans un mot, mais ses yeux disent tout. Il sait, et il n'oubliera pas.
Dans sa chambre, Evelyn serre le livre de poèmes qu'elle a à partager avec James, ses doigts tremblant sur les pages, tandis que le vent, dehors, hurle comme un avertissement. À la mine, James travaille en silence, mais il sent une tension dans l'air, un frisson qui n'a rien à voir avec le froid de l'aube. Les murmures de démineurs se taisent lorsqu'il passe, et les regards, autrefois indifférents, sont maintenant chargés de méfiance. Dans le désert, où chaque pas peut être le dernier, James sait que l'amour qu'il porte à Evelyn est une corde tendue au-dessus d'un précipice et que quelqu'un, quelque part, tient un couteau prêt à la couper, alors que le couteau invisible d'Edward Whitmore plane au-dessus de James et Evelyn, prêt à trancher la corde fragile de leur amour. Le désert de White Canyon retient son souffle comme un prédateur guettant sa proie sous une lune pâle. Dans la chaleur étouffante d'une nuit sans étoiles, où le vent hurle comme un chant funèbre à travers les canyons, James et Evelyn tracent un plan désespéré pour fuir vers les montagnes Chiricahua, un refuge où les Apaches défendent encore leur liberté contre les fusils des hommes bestiaux blancs. James, dont le cœur bat au rythme d'un tambour de guerre, cache une sacoche de cuir sous son lit, contenant quelques pesos, un couteau à manche d'eau et une carte grossière des sentiers menant à l'ouest. Evelyn, enfermée dans sa chambre sous le regard vigilant de son frère, griffonne des messages qu'elle confie à une servante mexicaine, une femme aux yeux tristes qui connaît le prix des secrets dans ce pays sans pitié. Leur plan prend forme dans l'urgence, chaque mot chuchoté dans la chapelle, en ruine, pesant comme une pierre, dans une balance déjà déséquilibrée. Ils choisissent Red Hollow, un défilé étroit où les parois rouges se dressent comme des sentinelles pour leur rendez-vous final avant la fuite. James, conscient que chaque pas dans cette direction est un défi au destin, confie son projet à Thomas Vega, son ami fidèle, dont le visage marqué par les cicatrices raconte une vie de combat. « Si je ne reviens pas, amigo », murmure James, les yeux fixés sur l'horizon où les ombres dansent, « dis à ma mère que je suis mort en homme. » Thomas, serrant son couteau comme un talisman, hoche la tête, mais son regard trahit une peur qu'il ne nomme pas, car il sait que les Peacock Riders, les ombres de Severo Kane, rôdent déjà, leurs bottes foulant le sable comme des loups affamés. La nuit du rendez-vous, la lune, mince comme une lame, éclaire à peine Red Hollow, où le vent siffle entre les rochers, portant des échos de sabots lointains. Evelyn arrive la première, enveloppée dans un manteau sombre, son cœur battant si fort qu'elle craint qu'il ne trahisse sa présence. Elle s'adosse à une paroi, ses doigts serrant un revolver qu'elle a volé dans le bureau de son père, un poids froid qui lui rappelle la gravité de leur acte. James apparaît soudain, sa silhouette se découpant contre la lumière lunaire, son chapeau baissé pour cacher ses yeux. Il s'approche, prêt à l'enlacer, mais un craquement sec déchire le silence, comme une branche brisée sous une botte. Les Peacock Riders, tapis dans l'ombre des rochers, émergent comme des spectres, leurs de revolvers scintillant sous la lune. Severo Kane, le visage dur comme le fer, s'avance, sa plume de paon gravée, luisant sur son arme. « Pas de chichi, Half-Blood, » dit-il, sa voix basse et tranchante comme un rasoir. « On m'a payé pour une leçon, et tu vas l'apprendre. » Evelyn, le souffle coupé, lève son revolver, mais Kane, d'un geste rapide, la désarme d'une claque, envoyant l'arme dans la poussière. James, sans hésiter, dégaine son couteau et se jette sur le premier homme, un colosse au regard vide, le renversant d'un coup précis à la gorge. Le sang jaillit, rouge sur le sable, et le chaos éclate. Les holétirs résonnent, leurs éclairs illuminant le canyon comme des éclairs dans une tempête. Thomas Vega, qui avait suivi James en secret, surgit soudain, son propre revolver crachant le feu. Il abat un rider, mais une balle le frappe à l'épaule, et il s'effondre, gémissant, dans une flaque de sang. James,
tel un loup acculé, combat avec une fureur née de l'amour et de la peur, ses lames et ses poings frappant comme le tonnerre. Il met 2 autres riders à terre, leur corps s'écroulant comme des marionnettes désarticulées, mais Kane, immobile, attend son moment, et lorsque James trébuche sur une pierre, il tire. La balle perce le torse de James, un impact qui le fait chanceler, le sang trempant sa chemise comme une tache d'encre. James tombe à genoux, ses yeux cherchant Evelyn, qui hurle son nom, un cri qui déchire la nuit. Kane s'approche, ramasse une poignée de sable rouge et l'enfonce dans la bouche de James, un rituel cruel pour étouffer son âme. « La terre te reprend, Apache », murmure-t-il, ses yeux gris brillants comme ceux d'un démon. Evelyn, dans un élan de désespoir, ramasse le revolver tombé et tire sur Kane, la balle le frappant en plein cœur. Il s'écroule, un sourire tordu sur les lèvres, comme s'il accueillait la mort comme une vieille damie. James, le souffle court, tend d'une main vers Evelyn, sa voix à peine audible. Le vent, il dira mon nom. Puis ses yeux se figent, ouverts, sur le désert, tandis que la lune, témoin muet, regarde la tragédie s'achever. Alors que la lune, témoin silencieux du sang versé à Red Hollow, s'efface derrière les crêtes du canyon, le corps de James Lucio Vasquez, immobile sur le sable rouge, semble murmurer une dernière promesse au vent qui traverse le désert. À l'aube, lorsque les premières lueurs du soleil peignent les rochers d'une teinte dorée, les vautours tournoient déjà au-dessus de la Seine, mais le silence de White Canyon est plus lourd que la chaleur écrasante, comme si la terre elle-même pleurait un fils perdu. Evelyn, brisée par le cri qu'elle a poussé dans la nuit, est arrachée au corps de James par des hommes de son père, qui la traînent, tremblante, jusqu'à la maison sur la colline, où les portes se referment comme une tombe. Thomas Whitmore, le maître de la mine, informé du carnage par ses contremaîtres, ordonne que l'histoire soit étouffée, comme on enterre une vérité trop dangereuse. Le journal local, sous son contrôle, publie un entrefilet laconique. Un Apache rebelle, connu sous le nom de Half-Blood, a attaqué des ouvriers à Red Hollow et a été abattu. Pas un mot sur Evelyn, pas un mot sur l'amour qui a défié les lois du désert, ni sur les Peacock Riders, dont les corps gisent maintenant dans l'ombre des rochers, leurs noms effacés comme des traces dans le sable. James est enseveli à la hâte dans une fosse sans marque, creusée à l'écart du cimetière de White Canyon, car même dans la mort, un Apache ne mérite pas une place parmi les tombes des hommes blancs. Evelyn, cloîtrée dans sa chambre, refuse de manger, ses yeux fixés sur l'horizon où elle a vu James tomber. Son père, incapable de regarder sa fille sans voir l'éclat de la honte, l'a fait embarquer dans une diligence pour l'Est, où des cousins éloignés l'attendent dans une ville aux rues sarpavées, loin du sable et du sang. Mais Evelyn emporte avec elle un secret, un poème inachevé qu'elle avait écrit pour James, plié dans son corsage, dont les mots parlent d'un amour plus fort que la mort. Dans les années qui suivent, elle vit comme une ombre, ses doigts ne touchant plus jamais un piano, son cœur scellé comme une mine abandonnée. À White Canyon, la vie reprend son cours cruel, mais le vent, ce conteur éternel du désert, commence à murmurer une histoire différente. Les mineurs mexicains, assis autour de feux de camp, chuchotent le nom de James Vasquez, non pas comme un half-blood, mais comme un homme qui a osé défier les Whitmore pour un amour interdit. Une vieille Apache, vivant à la lisière du campement, raconte à ses petits-enfants une légende nouvelle, celle d'un guerrier dont l'âme chevauche encore les vents. Un cavalier noir portant une plume de paon calciné, signe d'une vengeance que la terre n'a pas oubliée. Quelques semaines après la tragédie, des hommes retrouvent comme le corps de Severo Kane, abandonné dans une ravine, la bouche pleine de sable rouge, ses yeux grands ouverts, comme s'il avait vu un fantôme avant de mourir. La plume gravée sur son revolver est noircie, comme brûlée par un feu invisible.
Les années passent et Red Hollow devient un lieu de pèlerinage discret. Des femmes apaches y déposent des fleurs sauvages, des mineurs y laissent des pierres polies, et des amoureux y gravent des vœux sur les parois du canyon, croyant que l'esprit de James veille sur ceux qui aiment contre vent et marée. Une chanson naît, portée par les voix rauques des cantinas, un chant en apache et en espagnol. Il repose dans le sable, mais la terre connaît son nom. Il est homme mort en silence, mais le vent parle pour lui. Ce chant, murmuré sous les étoiles, devient l'hymne des opprimés, un écho de la résistance de James contre un monde qui voulait l'effacer. Maria, la mère de James, vit encore quelques années, ses cheveux gris flottant comme des fils d'argent sous son châle. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de son fils, elle marche jusqu'à Red Hollow, s'asseyant près de la fosse sans nom, où elle parle à James comme s'il pouvait l'entendre, lui racontant les saisons, les pluies toïgirares, les étoiles qui brillent plus fort depuis qu'il est parti. Lorsqu'elle meurt, en 1890, les gens du campement jurent avoir entendu, cette nuit-là, un galop lointain et une voix chantant dans le vent, comme si James était venu chercher sa mère pour l'emmener dans les montagnes. White Canyon s'efface avec le temps, la mine s'épuise et les maisons s'effritent sous le soleil implacable. Mais la fosse de James, marquée par une simple pierre rouge, reste un phare pour les âmes perdues. Les vieux du désert racontent qu'à chaque lune, en croissant, un cavalier apache traverse Red Hollow, son cheval noir soulevant des tourbillons de poussière, une plume de paon sèche accrochée à sa selle. Personne ne sait si c'est un homme ou un esprit, mais tous s'accordent sur une chose. James Vasquez, le dernier apache à avoir aimé une femme blanche dans un monde de haine, est devenu une légende, un symbole de ceux qui, contre toute raison, choisissent mal l'amour et la dignité, même au prix de leur vie. L'histoire de James Vasquez, gravée dans le sable et portée par le vent, résonne comme un écho de courage et de sacrifice dans le désert d'Arizona. Qu'a éveillé en vous ce récit d'amour et de défi face à l'injustice? Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-nous d'où vous nous écoutez et laissez la légende de James vous inspirer. Nous sommes honorés de vous avoir accompagné à travers cette épopée et votre présence nous touche profondément. Revenez bientôt pour une nouvelle histoire où le désert murmure encore ses vérités cachées. À très vite sous les étoiles du Far West.